Bonjour, bonjour, bienvenue sur les deux rives pour un point d'actualité sur l'Amérique latine puisque il se passe évidemment des choses dans ce continent bouillonnant. Alors je sais que l'actualité dans les pays francophones est plus ciblée sur l'opération militaire russe en Ukraine. Dans le cas de la France, il y a aussi les législatives qui déchaînent les passions. Toutefois, nous vous proposons un axe de lecture de ce qui est en train de se jouer aussi en Amérique latine. Ça vous changera de l'actualité immédiate imposée par les médias dominants. Donc, je vous rappelle bien évidemment que lesdeuxrives.info, site francophone d'information sur l'Amérique latine, ne reçoit de financement d'aucun milliardaire ni d'aucun État. Elon Musk n'a pas daigné nous donner 44 milliards de dollars. Donc, nous ne pouvons compter que sur vos contributions. Donc, nous vous invitons bien évidemment à aller sur le site des Deux Rives, www.lesdeuxrives.info, de cliquer sur Soutenez-nous et d'apporter une contribution à la mesure de vos moyens pour que cette voix discordante, cet autre point de vue sur l'Amérique latine ne s'éteigne pas. Aujourd'hui, nous allons commencer bien évidemment par parler de plusieurs pays, mais avant même de commencer à parler de l'Équateur, du Venezuela, du Pérou, du sommet des Amériques qui se tiendra en juin 2022 aux États-Unis, nous solidarisons bien évidemment avec toutes les familles des victimes de l'accident qui a eu lieu à Cuba, à La Havane, à l'hôtel Saratoga. Donc on compte aujourd'hui 43 morts, une centaine de blessés, donc un accident terrible, une tragédie. Dû à visiblement une fuite de gaz. Donc évidemment, solidarité avec Cuba, solidarité avec les familles des victimes de l'hôtel Saratoga. Nous allons commencer aujourd'hui par l'Équateur. Alors, c'est une petite nouvelle qui est passée, mais complètement inaperçue. Pourtant, c'était un des angles d'attaque contre le gouvernement de Rafael Correa et contre la révolution citoyenne. De quoi je suis en train de parler? De la mise en route de l'exploitation pétrolière de Ixpingo. Ixpingo, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ixpingo, c'est le I dans ITT. Ixpingo Tambococha Tipituni, le fameux bloc 43. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, puisque ça avait défrayé la chronique à l'époque pour taper sur le gouvernement de Rafael Correa, pour taper sur Rafael Correa tout court. Alors, on remet un petit peu en contexte. Le bloc 43 est un bloc d'exploitation pétrolière situé dans l'Amazonie équatorienne, sur une partie du parc national Yasuni. Je ne sais pas si le nom vous rappelle des souvenirs. Alors, à l'époque, Rafael Correa avait eu une initiative écologique originale. Il avait demandé à la communauté internationale de financer l'Équateur à hauteur de 3 milliards de dollars, 3,5 milliards de dollars, afin de laisser le pétrole du bloc 43 dans le sous-sol équatorien. Sauf que les pays occidentaux en tête, qui se gargarisent du thème de l'écologie, n'avaient évidemment pas apporté. Il y avait eu 200 millions de dollars de promesses de dons, donc une somme dérisoire qui avait obligé monsieur Rafael Correa à exploiter le bloc 43 pour pouvoir évidemment récupérer de l'argent afin de développer les services publics équatoriens, les infrastructures et d'améliorer la vie de ses concitoyens. Dès le moment de l'exploitation, alors d'abord de Tambococha et de Tipituni, durant le mandat de Rafael Correa, des organisations écologistes financées par des gouvernements ou des institutions étrangères avaient levé la fronde pour attaquer de manière permanente et tenter de décrédibiliser la révolution citoyenne et Rafael Correa. Donc,
aujourd'hui, donc la troisième partie du bloc 43, donc Ispingo, commence son exploitation. Alors c'est assez d'ailleurs cynique, puisque donc elle commence sous la présidence du néolibéral Guillermo Lasso, qui n'a de cesse de détruire les services publics équatoriens, et son porte-parole, le porte-parole de son gouvernement, a déclaré que les bénéfices de l'exploitation pétrolière d'Ispingo serviront à financer l'éducation et la santé. Bon, mis à part ce cynisme, on se demande où sont les organisations écologistes. Est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous avez entendu les médias qui ont mené la fronde contre Rafael Correa dire quelque chose de l'exploitation pétrolière ou du bloc 43 aujourd'hui sous la présidence du néolibéral Guillermo Lasso? J'ai rien entendu. Pas un article dans la presse mainstream qui pourtant s'était déchaîné à l'époque pour conspuer le gouvernement de la révolution citoyenne. Voilà, donc petit rappel pour montrer, n'est-ce pas, l'hypocrisie médiatique, les offensives politiques qui instrumentalisent le thème de l'écologie pour tenter de décrédibiliser ou de créer des matrices d'opinion négatives sur les gouvernements progressistes. Et puis encore une fois, hein, le rôle de ces fameuses ONG dont le N, on ne sait pas trop ce que c'est, puisqu'elles sont financées par des gouvernements étrangers qui eux-mêmes ont des intérêts dans le pays en question. Ça, c'était on va dire, l'apéritif de notre point d'actualité. Nous passons désormais au Venezuela, où le 11 mai 2022, le président Nicolás Maduro a annoncé l'ouverture de capital à hauteur de 5 à 10% des actions de plusieurs entreprises publiques. Alors, des entreprises publiques dans la pétrochimie, dans les télécommunications, dans la téléphonie mobile, et puis au sein des joint ventures dans le gaz et le pétrole vénézuélien. Diantre, que se passe-t-il? Serait-ce la fin de la révolution bolivarienne, comme certains commentaristes d'ultra-gauche le laissent à penser? Bon, il faut remettre évidemment cette mesure dans le contexte du blocus criminel contre le Venezuela, qui a notamment contribué à déconnecter le Venezuela des systèmes de financement internationaux. Et donc, bien évidemment, pour faire tourner ces entreprises publiques, il faut des investissements. Il faut des investissements pour, par exemple, dans le cas des télécommunications, renforcer la fibre optique au Venezuela. Dans le cas de certaines installations pétrolières, les moderniser et pouvoir racheter des pièces de rechange. Je rappelle qu'à cause du blocus, il y a une impossibilité aussi d'acheter des pièces de rechange et il manque aussi certains investissements. Donc, est-ce là la fin, comme je dis, la privatisation généralisée? Le gouvernement de Nicolás Maduro serait-il devenu néolibéral? Non, bien évidemment, il s'agit d'une mesure ponctuelle, pragmatique et, encore une fois, qui vise à 5 à 10% de l'ouverture du capital. Alors des fois on va me dire oui mais qu'est-ce qu'on saura si demain bah oui mais pour l'instant c'est pas demain, pour l'instant c'est entre 5 et 10% dans le but d'attirer des investisseurs nationaux et internationaux. Et évidemment dans le cas du pétrole et du gaz, il s'agit aussi d'une manière d'essayer d'éluder le blocus mis en place par les États-Unis, puisque je vous rappelle que si vous exploitez du pétrole au Venezuela, pour le sortir du Venezuela et pour le vendre sur le marché international, vous devez demander la permission du département du Trésor des États-Unis. Donc là, il y a évidemment un jeu de stratégie pour essayer ou de pressionner le gouvernement Biden qui, soit dit en passant, on s'en rappelle, cherche aussi à acquérir des réserves de pétrole en vue de, cette fois-ci, isoler la Russie du marché pétrolier international. Donc là, on est évidemment dans un jeu politique
jeu politique dans lequel s'insère évidemment le gouvernement révolutionnaire du président Nicolás Maduro et qui donne aussi la possibilité au patronat vénézuélien qui souffre lui aussi des sanctions, hein, puisque les sanctions les touchent aussi pour l'exportation de leur production ou pour l'importation pour leurs propres entreprises. Donc ça a été aussi une manière de déconnecter une partie du patronat vénézuélien de l'opération putschiste de Guaidó et de cette opposition ultra-radicale qui a mené le pays dans la situation de blocus économique dans lequel il se trouve. Voilà. Nous passons désormais, alors c'est une transition, une bonne transition, puisque on continue à parler un petit peu du Venezuela, mais dans le cadre du prochain sommet des Amériques qui aura lieu du 6 au 10 juin à Los Angeles, aux États-Unis. Alors le sommet des Amériques, c'est 35 pays d'Amérique latine et des Caraïbes avec les États-Unis et le Canada. Et au-delà des réunions et de ce qui se discute dans ce sommet, c'est aussi un bon thermomètre pour jauger des relations entre les États-Unis et le reste du continent. Je rappelle que c'est au sein de ce sommet des Amériques que s'était décidé le projet de zone de libre-échange continentale avec la dollarisation de tout le continent, la fameuse zone de libre-échange entre les Amériques, qui en espagnol dans l'ALCA, non, Acuerdo de Libre Comercio entre las Américas. Ça s'était décidé notamment lors du sommet des Amériques de Québec en 2001, et ce n'était plus qu'une formalité que ça soit accepté au sommet de Mar del Plata de 2005, sauf que entre 2001 et 2005, s'était constitué un bloc progressiste, souverainiste au sein de l'Amérique latine, et que ce projet avait été rejeté donc, lors du sommet de Mar del Plata. On se souvient bien évidemment du meeting qu'il y avait eu par la suite où Hugo Chavez avait lancé son fameux Los pueblos de América enterramos al Alca. Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. Voilà. Lors d'une fête populaire avec toutes les organisations sociales argentines et du continent. Il y avait Evo Morales, Maradona, etc. Bon, voilà, pour un peu remémorer un peu ce qu'est le sommet des Amériques. Alors, là, il se tiendra donc en juin à Los Angeles, le 9e sommet des Amériques, et les États-Unis ont déjà laissé entendre que le Nicaragua, le Venezuela et Cuba ne seraient pas invités. Et cela a déclenché une réaction de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes, notamment du Mexique, de l'Argentine, de la Bolivie, du Honduras et des pays de la CARICOM, donc des pays caribéens, qui ont dit que ce n'était pas possible, que soit tout le monde était invité, c'était un sommet des Amériques, ou soit c'était un sommet des États-Unis avec leurs invités, et notamment le président mexicain, mais suivi par d'autres pays, ont déjà dit que si les pays révolutionnaires du continent n'étaient pas invités, il n'irait pas en tant que président. Donc évidemment, cela fait baisser le niveau de ce sommet, et surtout ça montre bien que le leadership incontestable des États-Unis dans la région ne va pas de soi, hein, bien évidemment, et que même s'il y a eu un repli de certains gouvernements de gauche ou le surgissement d'une gauche molle, on va dire, eh bien, il y a quand même une fronde intégrationniste, une fronde qui pense l'Amérique latine comme un continent ne devant pas avoir de rendre de compte aux États-Unis. C'est d'ailleurs dans cette direction-là que l'on peut voir d'autres initiatives
notamment celle de l'ancien président brésilien, futur candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2022 au Brésil, Lula, qui a proposé une monnaie commune, alors d'abord un système de compensation monétaire pour l'Amérique latine, dans le but de ne plus dépendre du dollar. Donc ça, évidemment, ça fait écho aussi à la nouvelle architecture financière qui est en train de naître dans l'opération militaire russe en Ukraine, non, et dans le blocus des pays occidentaux contre la Russie. Donc cette idée d'une monnaie commune latino-américaine. Et c'est aussi une autre initiative, celle de López Obrador, qui a laissé entendre la possibilité de créer une organisation des pays producteurs de lithium, notamment via le Mexique, qui a nationalisé donc la production de lithium, et incluant la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Alors il n'a pas nommé le Pérou, mais il y a aussi du lithium au Pérou, dans la région de Puno, frontalière avec la Bolivie. Toujours est-il que pendant que les Occidentaux se regardent le nombril et font la guerre en Ukraine, eh ben, il y a un monde qui est en train de naître dans le sud global, et ces initiatives sont évidemment à analyser dans cette nouvelle géopolitique en train de naître. Voilà. Je terminerai sur le Pérou, évidemment. Le Pérou, c'est toujours un peu c'est très mouvementé, hein, c'est un peu le cirque politique, enfin le cirque politicien. Donc, le président Pedro Castillo avait envoyé un projet de loi au Parlement pour que il y ait une réforme d'un article de la Constitution actuelle pour que un référendum puisse être convoqué en octobre afin de demander aux Péruviens s'ils souhaitent ou pas une nouvelle constitution. Là, on est au tout début d'une idée, d'un projet d'assemblée constituante. C'est-à-dire, le premier pas, c'était que le Parlement réforme cet article pour pouvoir convoquer un référendum et demander son avis au peuple. Alors après, évidemment, il y a eu tout un système de vote pour élire des députés à l'Assemblée constituante, et puis ils auraient travaillé, et puis à la fin, évidemment, la nouvelle constitution aurait été approuvée par référendum. Ben, on n'en est pas là, puisque la commission de constitution du Parlement, où l'opposition néolibérale et majoritaire, a refusé le projet de loi de l'exécutif, et donc ne l'a même pas fait passer en plénière, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu débat. C'est-à-dire qu'ils ont stoppé avant même un débat au Parlement, où pourtant les néolibéraux sont majoritaires, et il y aurait eu peut-être beaucoup de chances que cela ne passe pas non plus. Ils ne l'ont même pas proposé en débat. Donc on voit bien là, évidemment, un blocage démocratique. Qui plus est, il y a eu ces derniers jours les élections des magistrats, des nouveaux magistrats au tribunal constitutionnel, donc voilà, au Conseil constitutionnel péruvien, donc élus par le Parlement. Et alors là, il y a une alliance un peu bizarre de la droite néolibérale, des fujimoristes et de la partie liée à Vladimir Cerrón du parti Pérou Libre pour élire de nouveaux magistrats dont la plupart, si ce n'est pour dire tous, sont tous ultra-conservateurs, pour certains liés au fujimorisme et de droite néolibérale. Donc voilà, il y a donc des nouveaux magistrats au Conseil constitutionnel péruvien pour 4 ans, si je ne m'abuse. Évidemment, là, c'est aussi autant d'opposants au projet de nouvelle constitution qui ont été élus. Alors cela a donné comme conséquence une nouvelle scission au sein du parti Pérou Libre, avec le départ de tous les députés de ce parti qui étaient liés au syndicat d'éducation de Pedro Castillo. Donc voilà, comme si ce n'était pas assez suffisant, les
les soutiens du président, en tout cas au Parlement, se morcellent encore plus, vont créer un nouveau groupe parlementaire, etc. etc. Le Premier ministre et 3 autres ministres ont d'ailleurs été interpellés ces derniers jours par le Parlement. Et peut-être s'avance-t-on vers un 5e cabinet. Alors ça, nous aurons la réponse à la fin du mois de mai, pour savoir si le Premier ministre en place, Aníbal Torres, reste ou si, encore une fois, en un an, même pas un an, il va y avoir la constitution d'un 5e cabinet ministériel. Alors, évidemment, la droite essaie par tous les moyens, je ne veux même pas dire la droite, je veux dire les néolibéraux, l'opposition oligarchique, essaie par tous les moyens de rendre le pays ingouvernable. La dernière trouvaille, c'était de déterrer un délinquant et qui a témoigné en disant que Pedro Castillo avait manigancé pour faire une fraude électorale donc lors des élections de 2021 au premier tour. Alors évidemment, il n'y a pas de preuves, hein, tout ça, mais un des partis, Renovación Popular, a déclaré que, en fonction de ce nouveau témoignage, sans aucune preuve, ils allaient peut-être mettre une nouvelle procédure d'impeachment pour destituer Pedro Castillo. On est dans une situation putschiste, non? Aujourd'hui, 87% des Péruviens ont une opinion pitoyable du Congrès, et de nombreux Péruviens, surtout dans les régions, surtout dans les provinces, demandent la fermeture de ce Congrès, ce qui finalement est presque une mesure de salubrité publique, puisque, comme l'a répété Pedro Castillo, il y a plus de 30 projets de loi qui ont été passés au Parlement pour améliorer la vie des citoyens et qui ont été bloqués. Alors, je vais donner un exemple, je finirai là-dessus. Donc, évidemment, il y a une inflation, une augmentation des prix de première nécessité au Pérou, notamment dans l'alimentaire, hein, et dans l'énergie. Alors, ça ne touche pas que le Pérou, hein, évidemment. Ça touche le monde entier, vous en savez quelque chose, vous qui nous regardez. Là où c'est comique, c'est que l'exécutif a fait passer un projet de loi afin de réduire ou de quitter temporairement la TVA sur certains produits alimentaires de base du peuple péruvien, donc le riz, les haricots, le poulet, etc., non, le panier de la ménagère, comme on dit. Ils ont fait passer ça au Parlement. Et alors, l'oligarchie présente au Parlement a rajouté un addendum pour rajouter une autre liste de produits dans lequel on trouvait du saumon, du faisan, de la pintade, enfin, tous les produits de luxe que eux-mêmes consomment. Alors évidemment, là, c'était tellement un foutage de gueule que ce projet de loi n'est pas passé, il a été renvoyé à l'exécutif, l'exécutif l'a retravaillé, il l'a repassé au Parlement, donc ça a été évidemment... Enfin, sans les produits de luxe mis par les parlementaires néolibéraux, et il a été adopté. N'empêche qu'on a perdu 10 jours. Et pendant 10 jours, dans une situation instable, avec des manifestations qui ont eu lieu aussi, pour l'amélioration de la qualité de vie, eh ben, pendant 10 jours, le peuple il a continué à payer plein pot. Voilà, donc ça c'est un peu la manière de torpiller le gouvernement de Pedro Castillo, et puis au final de torpiller le peuple péruvien, voire le pays entier. Donc, on ne s'arrête pas sur le Pérou, parce qu'il y aura certainement des suites à ces histoires assez rocambolesques, et bon, pas très drôles finalement, puisque ça bloque l'amélioration de la qualité de vie des Péruviens. Voilà, je vous remercie. Alors, je vous rappelle, hein, évidemment, n'hésitez pas à contribuer pour que cette voix discordante, cet autre point de vue sur l'Amérique latine ne s'éteigne pas. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.